Comment peut-on réunir la mode et l'aide humanitaire? Ces deux mondes, a priori opposés, se sont unis grâce à un défilé de mode. Annabelle Servant nous dit à quoi serviront les profits amassés lors de l'éco-défilé. La mode et la conscience écologique se sont unis pour une bonne cause. Les profits amassés lors de l'éco-défilé seront remis aux 7 stagiaires de développement et paix et de Québec sans frontières, responsables d'un projet de coopération à Madagascar. L'éco-défilé était avant tout une activité de financement pour un stage à Madagascar. 7 stagiaires provenant de partout au Québec, dont Geneviève Aymon, étudiante à l'Université du Québec à Montréal, se retrouveront dans quelques mois à Madagascar afin d'aider le peuple malgache à améliorer leur qualité de vie. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer des initiatives communautaires. Puis en fait, c'est plein de projets qui sont déjà entamés. Tout ce qu'on va faire, c'est aider au développement de certains projets. Les organisatrices ont relevé le défi avec brio en présentant un défilé haut en couleurs et une soirée répondant aux attentes des spectateurs. Quelques 70 personnes se sont déplacées afin de vibrer à la vue des créations éco-chic des designers québécois. Jessica Cabello-Leclerc et Amélie Dorval, organisatrices de l'éco-défilé, avaient envie d'apporter quelque chose de différent à la Semaine du développement international de l'Université Laval. Souvent, il y a beaucoup de conférences, des trucs comme ça, des kiosques. C'est intéressant en soi, mais ça attire souvent un peu le même monde, les gens qui sont déjà aussi un peu sensibilisés aux objectifs du millénaire. Fait qu'on se dit avec un défilé de mode, on risque d'aller chercher peut-être une population qui est moins sensibilisée. Outre le défilé, les personnes présentes ont pu profiter de la soirée pour s'informer de l'aide humanitaire grâce aux kiosques aménagés sur place. Il était aussi possible de regarnir sa garde-robe en échangeant des vêtements avec les autres participants. Des bouchées à saveur locale et équitable étaient aussi servis tout au long de la soirée. La musique africaine ajoutée à l'ambiance festive. C'est de montrer un peu qu'on peut jumeler le glam et l'écolo, que c'est pas juste d'être grano, de porter des trucs qui sont faits à partir de matières recyclées. Lara Aymon, une des designers présentes à la soirée, a apprécié la diversité des activités présentées. Celle qui qualifie ses créations de théâtrales et écologiques est bien heureuse d'avoir pu s'associer à un tel événement. C'est des valeurs qui sont pareilles aux nôtres. C'est une extrêmement belle initiative universitaire, puis on voulait encourager l'initiative qu'ils ont pris. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de s'affilier puis de faire partie ce soir de l'éco-défilé. Des centaines de dollars ont été amassés afin d'aider les 7 stagiaires dans leur projet de coopération à Madagascar. D'autres activités de financement sont prévues, dont la vente de produits équitables. Le stage aura lieu à l'été prochain. Annabelle Servant pour l'Université Laval. Le Centre d'études nordiques célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Il s'agit de l'un des plus vieux centres de recherche de l'Université Laval et du premier à s'être intéressé au nord du Québec. Marie-Ève Cloutier a rencontré son fondateur, M. Louis-Edmond Hamelin. Géographe de profession, Louis-Edmond Hamelin avait comme ambition au départ d'étudier les relations entre les hommes et la Terre. Dès les années 50, M. Hamelin souhaitait créer un centre d'études nordiques puisqu'il était insatisfait de la façon dont on se préoccupait des Autochtones et du Grand Nord. Mais pour cela, il devait tout d'abord changer la définition du mot « nordique ». À l'époque, le mot « nordique » signifiait le nord de l'Europe ou plus particulièrement de Scandinavie. Pour Louis-Edmond Hamelin, le mot « nordique » devait avoir une définition plus large qui allait inclure le Québec. Je ne fondais pas un centre d'études nordiques à Québec pour aller étudier la Scandinavie. Dans le mot nordique, j'avais une autre définition, nord du monde. Le Centre d'études nordiques a été fondé de manière exceptionnelle. En effet, rares sont les centres de recherche issus d'un partenariat entre le gouvernement et les universités. M. Hamelin considère encore ce décret comme le plus grand événement dans l'histoire du centre. Ça s'est fait le 2 août 1961, 2 ou 50 ans cette année. Et c'est un arrêté ministériel qui a été présenté par le premier ministre, qui était Jean Lesage à ce moment-là, et qui était secondé par René Lévesque. L'aménagement du territoire, la biologie et la géologie sont parmi les domaines étudiés afin d'améliorer les connaissances globales des régions du Nord. Ce travail s'est toujours fait de concert avec les peuples autochtones qui occupent ces territoires. En considérant les changements climatiques, la mission du Centre d'études nordiques a évolué avec le temps, comme l'explique le directeur du centre, M. Warwick Vincent. Notre mission centrale est d'aider le développement durable du Nord.
Et ça, par moyen d'une amélioration de notre connaissance, compréhension de l'environnement. Le colloque annuel s'est terminé avec une table ronde sur les perspectives de la recherche pour les 50 prochaines années. Certaines données du Centre démontrent que le taux de réchauffement du nord du Québec est 7 fois plus élevé qu'à l'échelle planétaire, raison pour laquelle il faut se préoccuper de l'environnement nordique. Marie-Ève Cloutier, à l'Université Laval. Après avoir conquis les supermarchés IGA et Métro en 2009, la boisson apaisante Slow Cow, de création entièrement québécoise, fait son chemin sur le campus universitaire. On peut retrouver ces boissons dans les cafés étudiants de l'Université Laval, entre autres au café étudiant du pavillon Louis-Jacques Cazot. Le Slow Cow est aussi disponible au pub de l'Université Laval. À l'opposé des boissons énergisantes, Slow Cow améliorerait la capacité du cerveau à se concentrer, à apprendre et à mémoriser. Slow Cow contient également de la théanine que l'on retrouve dans le thé pour ses propriétés relaxantes. Bien qu'elle soit homologuée produit de santé naturelle, la boisson apaisante n'a fait l'objet d'aucune étude clinique. Pour l'instant, rien ne prouve que le Slow Cow soit efficace. Les boissons actuellement disponibles ne contiennent que 25 mg de théanine, une dose peu suffisante pour assurer une réelle efficacité. Toutefois, suite à une approbation gouvernementale, la quantité de théanine devrait augmenter à 100 mg au cours des prochains mois. Avec le coût de plus en plus dispendieux de l'essence, la tendance est à l'économie. Le système de covoiturage à l'université offre plusieurs avantages aux usagers. Cependant, le réseau d'autobus fait de l'ombre à cette initiative. C'est ce qu'a constaté Amayes Ayit Oufela. Il y a de nombreuses raisons d'opter pour le covoiturage. Réduction du coût d'essence, réduction du CO2 et poursuite du développement durable. Mise en place par les associations étudiantes, une plateforme web permet aux utilisateurs de trouver un compagnon de route. Pour des trajets hebdomadaires ou uniques, en un clic, vous êtes dirigé vers un partenaire potentiel. Le covoiturage fait lentement sa place dans les habitudes de transport des étudiants. René Bousquet, responsable du Centre de sécurité et prévention, croit que le covoiturage offre des privilèges intéressants aux utilisateurs. Et pour les utilisateurs, il n'y a aucun coût. Puis c'est un système qui est avantageux parce que c'est pour les déplacements de courte distance et de longue distance aussi. Pierre-Charles Paré, étudiant à la maîtrise en sciences politiques, est un habitué du covoiturage. D'après lui, le système de l'Université Laval aurait avantage à pousser sa publicité pour faire face à la concurrence. En fait, faire plus de publicité, surtout sur le campus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. En ce moment, je pense que la majorité des gens font comme moi, c'est-à-dire qu'ils utilisent Amigo Express ou Allostop. Donc, ouais, ce serait juste une idée de faire concurrence, en fait, pas se gêner pour y aller, puis parler des avantages du covoiturage. Justine Lecomte, responsable des communications pour la CADEL, pense que le système se développe peu à peu. Elle précise que l'initiative en est encore à ses débuts. Jusqu'à présent, le bilan est même au-delà des attentes. On avait un objectif de 900 personnes dans le mois de décembre. On a atteint le 1200 personnes à peu près dans la même période, fait que ça se passe quand même bien. C'est sûr que c'est la première année que le système est implanté. Mademoiselle Lecomte nous parle de l'évolution du système de covoiturage. Selon elle, le bouche à oreille serait un bon moyen d'augmenter sa popularité. Pour augmenter la popularité, il y a beaucoup de commentaires qui disent que ce serait vraiment plus fun si les personnes étaient jumelées avec du monde qu'ils connaissent déjà. Fait que dans le fond, c'est le bouche à oreille qui va pouvoir augmenter la popularité du système. Cette initiative verte ne fait pas encore partie des habitudes des étudiants. Jennifer Gagnon-Thibault, étudiante en écriture et rédaction professionnelle et sans voiture. Utilisatrice de l'autobus, elle considère toutefois le système de covoiturage comme une bonne option. Je crois premièrement pour la rapidité, j'imagine que c'est un peu plus vite qu'aller à l'école en autobus. Puis je crois que c'est gratuit, alors je ferai des économies. Les débuts du système de covoiturage de l'Université Laval sont encourageants. Toutefois, la clientèle reste encore fidèle au transport par autobus. La publicité, la recommandation par les pairs et les activités de promotion aideront à atteindre un plus large public. Amayes Aytoufela, Université Laval. Chaque année, sur le grand axe de l'université, entre les pavillons de sciences et la bibliothèque, se tient la course des mini-Baja. Ces prototypes de véhicules motorisés sont entièrement conçus par les étudiants de génie. Pour la 6e édition, la compétition a regroupé une vingtaine d'équipes du Québec. Louis Lahéroy décrit cette course bien originale.
L'épreuve du Nord donne l'opportunité à plusieurs étudiants, majoritairement en génie mécanique, de démontrer leur savoir-faire. Et cette année, la course de Mini Baja innove avec 3 nouvelles rondes de qualification et des obstacles beaucoup plus nombreux. Sur la piste, plus de buts, donc plus de sauts. Quant aux qualifications, on a ajouté une étape qui teste la suspension et une autre, la manœuvrabilité des véhicules. Pour Nicolas Lefebvre, qui s'implique pour une 4e année dans le projet, ces ajouts permettent d'obtenir un résultat plus représentatif des bons véhicules. Juste faire des tours de piste rectangulaires, c'était un peu ennuyeux. Ça ne démontrait pas grand-chose au niveau des véhicules parce que c'était juste des lignes droites. Fait que c'était dans le fond celui qui avait le meilleur top speed allait gagner. L'épreuve du Nord se veut une compétition amicale qui permet à l'équipe de l'Université Laval de s'entraîner en vue des compétitions officielles. Notons que l'Université Laval a terminé l'année 2010 au 3e rang sur une centaine d'universités. Toutefois, la course donne la possibilité aux équipes moins fortunées de tester leurs compétences. C'est de permettre à des petites équipes comme les Baja, des cégeps et des collèges de pouvoir venir, parce que souvent dans les compétitions enregistrées par la SAE, la société qui supervise tout ça, il y a des coûts associés à ça, et puis c'est souvent très loin aux États-Unis. Donc les petites équipes ont souvent pas l'argent ou pas les ressources pour pouvoir aller là. Les courses de Mini Baja permettent aux étudiants d'appliquer les concepts vus en classe. Dominique Marceau, le pilote de l'Université Laval, rappelle que les étudiants participants doivent travailler toute l'année. Selon lui, la meilleure qualité d'un bon pilote, c'est la constance. Souvent, les circuits sont très demandants, donc la machine va prendre beaucoup de coups. Mais le rôle du pilote, c'est vraiment d'être le plus rapide possible, mais sans faire d'excès, d'éviter le plus possible les bris. Normalement, le gagnant, ça va être lui qui va avoir roulé les 4 heures sans faire de bris. Des épreuves comme celle-ci ont lieu partout en Amérique du Nord, à New York et en Caroline, par exemple. Cependant, l'épreuve de l'Université Laval donne aux futurs ingénieurs de la province l'opportunité de faire leur marque. Notons par ailleurs que les participants québécois sont parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Louis Lahéroy, à l'Université Laval. Lucie Manta est avec nous pour nous donner un aperçu des prochains reportages. Bonjour Lucie. Bonjour. Prochainement, on s'intéressera au sort qui est réservé au couvent. Oui, les communautés religieuses vieillissent. Plusieurs n'ont pas les moyens de rénover leurs édifices afin de les rendre conformes aux normes d'aujourd'hui. Faut-il les raser ou les transformer en condos? L'École d'architecture examine toutes les options. Nous aborderons aussi les services que Mira Laval donne aux étudiants non-voyants sur le campus. Nous saurons si l'université est bien adaptée à leurs besoins et nous en apprendrons davantage sur l'offre qu'apporte la Fondation Mira aux autistes. Les étudiants en communication publique auront encore la chance cette année d'aller compétitionner contre d'autres universités au jeu de la communication. Oui. Je crois que la compétition s'avère assez relevée cette année. Oui, les contraintes seront plus élevées pour cette 15e édition des Jeux de la communication. Les épreuves seront appliquées au champ d'études et aux exigences du métier, que ce soit en journalisme, en publicité ou en relations publiques. Merci, Lucie. Ça fait plaisir. C'est ce qui complète l'émission d'Angle Neuf pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la semaine prochaine.